Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau point de marché, ce débriefing donc de cette fin de semaine, aujourd'hui vendredi 6 mars, ici donc François Ablé, Frank Belfort pour animer cette session de fin de semaine, donc clôture des marchés. Euh, Comme vous le savez, la semaine passée, ou disons le lundi dernier, nous avons donc étudié en début de semaine les graphiques. On a vu que l'USD4 était dans les dispositions acheteuses et qu'il fallait attendre un retrait ou disons une respiration du marché sur le seuil d'équilibre qu'on avait détecté, que vous voyez ici en écran en bleu, donc c'est-à-dire 0,133,050. Vous voyez que le marché est venu comme par hasard, hein. Bon, je dis ça ironiquement, mais enfin, nous le savions puisque ce seuil était déjà tracé avant que le marché fasse un pullback là-dessus. Donc voilà, d'où l'intérêt de suivre nos émissions. Donc celui qui, comme moi, a payé l'USD4 dans cette zone, normalement doit être très très heureux. Et c'est ce que j'avais recommandé d'ailleurs de faire en début de semaine. Donc d'où le titre était USD4 sur orbite, d'accord. Donc effectivement, on a fait une respiration sur 1,30,050 et ensuite, moi j'ai payé l'USD4 à 1,33 1,3300 de mémoire, il me semble quelque part ici, donc vraiment très très bas là. Et j'ai donc coupé ma position hier, hier en soirée, je crois. Voilà, hier en soirée que j'ai coupé ma position. Alors, bon, évidemment, y avait plus à prendre, mais bon, je suis sorti du marché parce que vous voyez que ça a été pernicieux et actuellement, nous nous dirigeons certainement vers la zone des 1,35 400, d'accord? Vous voyez qu'on a clôturé dans le vert, donc on est dans les dispositions pour accélérer justement, pour aller viser les seuils en haut. Alors, qu'est-ce qui a bien pu causer ça? On le voit un peu sur le tableau récapitulatif de tous les actifs majeurs que nous suivons. On a vu également cette semaine l'intervention avant aussi l'intervention des banques centrales, notamment la Banque du Canada qui a baissé son taux d'intérêt de 50 points de base, tout comme la Fed, avec annonce, cette annonce éclair de Jerome Powell. On a vu également la Banque australienne qui a baissé ses taux d'intérêt également. Voilà. On a eu aussi le deal avorté de la Russie qui a refusé, qui avait donné d'abord au départ un accord de principe sur justement le principe de couper son offre, de participer aux coupures d'offres de la production, bien entendu, sur le pétrole. Et la Russie qui a après fait volte-face pour refuser de signer ou de matérialiser cet accord-là. D'accord? Donc cet échec a propulsé encore le pétrole vers le bas. Donc le biais qui prédominait, ça a été pressenti et on a perdu quasiment cette semaine près de 8%. 8% sur le pétrole. Donc on est quasiment, vous le voyez ici, on est quasiment au plus bas du pétrole depuis maintenant, si on repart en arrière, on est quasiment sur des plus bas de 2015, hein, 2015-2016, donc quasiment 3-4 ans en arrière, ces niveaux-là. Donc le pétrole est vraiment mal en point, mais sans surprise, puisque on le sait depuis, en tout cas moi, ceux qui suivent mon émission le savent, aussi comme moi, je vous en parlais depuis de nombreuses émissions, que le marché du pétrole est donc dans des dispositions pour baisser à cause des accords entre les syndicats de l'énergie, hein, et puis l'Agence internationale de l'énergie, AIE, ou EIA en anglais, qui donc demandait aux pays producteurs de réduire leur offre, d'accord, pour que les exportateurs puissent en bénéficier. Donc il y a un combat bien sûr entre acheteurs et vendeurs sur ce marché, sauf qu'il y a des pays qui jouent le même rôle, il y a des pays qui sont producteurs et exportateurs, comme le Canada par exemple, d'accord. La Russie également joue ce même rôle, la Norvège aussi, mais plus sur le gaz naturel. Donc on a beaucoup
de discussions qui sont faites là-dessus. Et lorsqu'il y a des échecs, on a eu d'abord l'échec avec le Nigeria et les États-Unis, et ensuite maintenant c'est la Russie avec les pays producteurs du pétrole. Bien sûr, la Russie est soutenue par l'Iran, d'accord, qui sont contre les États-Unis. Donc, à l'intérieur de l'OPEP et de l'OPEP+, il y a donc des dissensions, pareil comme à la Fed, puisque aujourd'hui, à la Fed, certains officiels, notamment Loretta Mester de la Réserve fédérale de Cleveland, elle a montré son désaccord avec le fait que Jerome Powell ait baissé les taux. Et je suis du même avis qu'elle, la même opinion. Certains diront, ouais, mais parce que Loretta Mester a toujours été hawkish sur les taux d'intérêt. Non, pas du tout. C'est en fait elle qui avait souvent même exhorté justement le patron de la Fed à faire respirer les indices lorsqu'on était dans les phases de sommet en fin de cycle pour amener les taux à non seulement à être régularisés et puis à permettre aux indices de respirer, d'accord? Sauf que sa voix ne comptait pas puisqu'elle ne fait pas partie des 5 districts bancaires les plus puissants dont compose la Fed de New York, la Fed de Dallas, la Fed d'Atlanta, la Fed de la Réserve fédérale de Saint-Louis, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, c'était donc une dissension qui a Eric Rosengren aussi, le patron de la Réserve fédérale de Boston aussi, était du même avis que Loretta Mester de Cleveland. Okay? Donc, on le voit, donc les marchés sont un peu aux abois et les actifs dits défensifs, c'est-à-dire les actifs qui sont généralement dominés par les monnaies les plus liquides, notamment le dollar et l'euro, sont en train de se reprendre, notamment le dollar australien et avec l'or, parce que les deux, l'Australie exporte beaucoup d'or et l'or est bien sûr le vent en poupe, puisque les rendements obligataires, le taux de rendement obligataire ont atteint quasiment un plancher. Donc, on est en dessous de 1%. Donc, ce n'est plus rémunérateur de tenir du dollar. Donc, les spéculateurs, les cambistes vont se départir du dollar, donc de la contrepartie, pour acheter massivement des monnaies défensives, comme par exemple le yen, pour chercher à se couvrir. Voilà pourquoi l'USD Yen est aussi en train de corriger sévèrement. Ils vont acheter également malgré le fait qu'on a un ralentissement au niveau de la Chine, mais ils vont acheter également du NSD. Ils vont acheter aussi un peu du franc suisse. Ils vont acheter même les monnaies, les couronnes suédoises et tout ça, parce que ils ont besoin de se couvrir, d'accord? Sauf que le panel de devises qui compose ces devises ne sont pas fortement pondérés. Donc, forcément, les décalages puissants se font sur des paires qui sont donc les mineurs contre les majeurs. Je vais parler par exemple d'une paire comme l'USD MXN, il y aura de forts décalages, mais le USD, par exemple, USD CAD, il n'y aura pas trop de fort décalage parce qu'il y a quand même pas mal un peu de contrepoids à ce niveau-là. C'est surtout le pétrole qui joue le rôle de catalyseur. D'accord? Aussi en Europe, on n'a pas la plupart des transactions se font en dollars et le dollar est faible, le dollar ne rémunère plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se débarrasser du dollar et lorsqu'on se débarrasse du dollar, l'euro monte mécaniquement. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'euro-dollar est parti pour repartir à l'achat et aller atteindre des sommets, d'accord? Parce qu'en Europe aussi, il va falloir qu'eux aussi ils exportent. Donc, pour exporter, s'ils détiennent du dollar majoritairement, ils ne pourront pas donc exporter. Donc, il faut se départir du dollar pour acheter d'autres paires. Et pour avoir une monnaie compétitive, il faut aussi la maintenir sur un plancher pour pouvoir commercer, d'accord? Donc, le biais de l'euro-dollar, le biais de l'euro-yen est toujours baissier. D'autant plus que l'USD-yen est baissier aussi.
OK? Donc, voilà un peu un portrait global du marché d'échange Forex, d'accord? Donc, dollar canadien, indice du dollar canadien, lui, il est bien sûr sous pression, en stabilisation, mais sous pression baissière parce que le pétrole est mal en point. Le dollar américain aussi vient de traverser fortement son point repère, son point stationnaire qui était à 98. On le voit ici à l'écran. Je vais mettre le curseur et voilà. On le voit ici. Donc, il a été fortement cassé violemment. Donc, on vient pour prendre appui sur des points bas. On verra donc en début de semaine prochaine, malgré des bons chiffres de NFP, d'ailleurs surprise, et un chômage qui a reculé aussi. Donc, on a des très bons chiffres macroéconomiques. On voit que le dollar corrige. Mais c'est parce que je viens de vous dire que on a les taux de rendement obligataires qui sont très mal en point. D'accord? Et ça permet donc à l'or de profiter, en tout cas de stabiliser et de profiter tranquillement pour aller viser le seuil l'objectif sur l'or est de 1750. D'accord? 1750, 1760, c'est l'objectif sur l'or. Le pétrole, lui, il n'a pas encore fini de baisser. On peut même aller chercher les 40 dollars le baril, voire même les 38 dollars. Et le dollar canadien, donc, est pricé pour aller viser les 1,34 d'abord, 1,35 400 et pourquoi pas les 1,36. D'accord? Donc, on voit bien qu'à cette clôture, on est dans les dispositions pour chercher à poursuivre une accélération. On verra donc en début de semaine prochaine comment affiner notre timing d'intervention. Mais pour cette clôture, on voit clairement que l'USD4 est dans les dispositions acheteuses. Merci encore d'avoir suivi ce débriefing. On se retrouve donc le lundi pour d'autres émissions et d'autres scénarios sur les paires majeures qui sont l'USD4, AUD-USD qui a fortement rebondi, l'or et le pétrole. Merci, au revoir. Bon week-end à tous et à toutes.